Madame, Messieurs, vous suivez Congo Buzz Télévision. Merci de votre fidélité. Les titres du journal. Il a bouclé sa visite des 24 heures à Kinshasa. Le président du Kenya, William Ruto, a été reçu ce lundi par son homologue, Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à mettre un terme à l'insécurité dans la partie orientale de la RDC. Pendant ce temps, la population des Kalemi était dans la rue ce lundi. Elle s'est mobilisée comme un seul homme pour manifester son soutien au FARDC et dénoncer l'agression rwandaise sous couvert du M23, une marche à laquelle a pris part une délégation de la primature. Enfin, le monde a célébré la journée de la télévision ce lundi 21 novembre, une journée qui offre l'opportunité de réfléchir sur le rôle des médias et leur impact sur les communautés. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Il a bouclé sa visite des 24 heures à Kinshasa. Le président du Kenya, William Ruto, a été reçu ce lundi par son homologue Félix Tshisekedi. Leur tête-à-tête a duré environ 1h30 au Palais de la Nation. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à mettre un terme à l'insécurité dans la partie orientale de la RDC. La guerre du M23 a été parmi les points abordés. William Ruto a, devant la presse, assuré que la force régionale et africaine avait reçu mandat d'imposer la paix aux groupes armés récalcitrants. Il a aussi réitéré l'engagement de son pays à poursuivre le déploiement en cours des troupes kenyanes. C'est un récit de Krioli et Kibungu. Nous avons les mêmes intentions, les mêmes engagements. Deux questions majeures ont été au centre de ce tête-à-tête ce lundi matin au Palais de la Nation entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue kényan William Ruto. Il s'agit de la coopération bilatérale et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Au sujet de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellente relation d'amitié entre les deux pays vieilles de plusieurs années. Ils ont exprimé leur volonté commune de les consolider davantage. Le domaine de la défense, de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, des finances, de l'administration et du commerce ont été également passés au peine fin. Les deux présidents ont convenu d'instruire leurs gouvernements respectifs de mettre en place un comité mixte qui va réfléchir sur les voies et moyens de renforcer cette coopération et de leur faire des propositions pertinentes dans le plus bref délai. Quant à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, précise le communiqué final, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination de mettre fin à l'insécurité qui gangrène cette partie du territoire congolais le plus rapidement possible et de travailler ensemble avec leurs pairs de la communauté d'Afrique de l'Est afin de créer les conditions optimales d'une coopération multilatérale au profit de peuples de la région. Le président William Ruto a rassuré son homologue congolais de l'engagement de son pays à poursuivre le déploiement en cours des troupes kenyanes dans le cadre de la force régionale. Interrogé sur le mandat des troupes du Kenya, le président Ruto a rappelé que ce mandat avait été défini par le conclave de chefs d'État de l'EAC et accepté par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, à savoir garantir la paix et renforcer la sécurité au regard des actions qui ont tendance à ramener l'instabilité dans l'est de la RDC et au sein de la sous-région. Quant au président Félix Tshisekedi, il a remercié tous les efforts que le Kenya déploie pour le repli de la paix en République démocratique du Congo. Pour rappel, le président William Ruto est arrivé à Kinshasa ce dimanche 20 novembre en fin de soirée. Il a été accueilli par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Affrontement FARDC M23, les combats se poursuivent. Entre-temps, la société civile du coin lance un SOS sur la situation des déplacés. Justin Nyakwanda a été joint au téléphone par Naomi Pila. situation est toujours compliquée. Je ne sais pas comment vous expliquer puisque l'ennemi est en train toujours de progresser. Partout à Goma, je crois qu'à Kibumba, il est situé toujours aux 3 antennes. Et
dans le Binza, dans le groupement de Binza. Hier dimanche, les combats ont eu lieu tout justement à Katuguru, et précisément aussi à Tongo. Donc vous voyez que l'ennemi continue toujours à progresser. Et dire que vraiment il se retire, ça c'est du mensonge total. Donc l'ennemi, le M23 est en train toujours de progresser. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est quoi. Donc nous vivons toujours comme ça, avec vraiment la famine qui continue toujours à être observée. Donc la population aussi a totalement la peur de toujours vivre avec l'ennemi. C'est ça ce que nous vivons ici. La condamnation de l'agression rwandaise sous couvert du M23 a été retenue parmi les résolutions prises par les chefs d'État et des gouvernements membres de l'OIF lors du 18e sommet de la francophonie tenu à Djerba en Tunisie. C'était une occasion pour la RDC de faire entendre sa voix à travers le monde et dénoncer cette énième agression rwandaise sous couvert du M23 qui cause de graves dégâts, notamment sur le plan humanitaire, et de réaffirmer sa détermination à abriter la 9e édition de Jeux de la francophonie. Suivait à cet effet Jean-Michel Samalou Kondé. Nous sommes venus d'abord pour insister sur le drame humanitaire que nous vivons à cause justement de cette question sécuritaire et sur l'implication de la francophonie pour qu'elle ne reste pas muette vis-à-vis d'abord de ces populations qui souffrent, ces femmes, ces enfants, ces personnes du troisième âge qui sont désormais exposées aux intempéries parce qu'ils ne sont plus dans leur lieu d'habitation habituel, et cette solidarité que nous voulons pour que tout le monde s'implique, pour que nous puissions avoir une résolution de cette question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et d'appuyer bien sûr les processus dans lesquels nous sommes déjà engagés, notamment celui du processus de Nairobi ainsi que celui de Luanda qui sont dirigés par le facilitateur Uhuru et le président Ruto, et du côté de l'Angola par le président Lourenço lui-même qui suit ces questions-là. Et donc cette position a été affirmée. Nous sommes restés effectivement dans un message que nous avons voulu faire passer lorsque nous avons été dans les séances à huis clos entre les chefs d'État. Et à côté de cette question sécuritaire, nous avons voulu que les résolutions soient prises. Et nous remercions déjà ici la francophonie parce que nous avons pu voir dans les résolutions qui ont été prises cette condamnation que nous avons des violences qui sont faites au Congo, ce soutien humanitaire qui doit être apporté, mais surtout au-delà de cette question, les condamnations à tout soutien aux groupes armés et forces négatives qui sévissent en République démocratique du Congo. Et donc nous espérons qu'avec toutes ces actions, il y aura une convergence pour que finalement nous puissions avoir la paix, surtout d'abord parce que nous nous approchons d'une année électorale. Et c'est important que tous les Congolais puissent participer à ce processus, autant que nous sommes dans des programmes de développement auxquels tous les Congolais doivent aussi participer. En règle générale, moi, j'estime que notre voix a été portée et nous ne le répéterons jamais assez. Nous avons besoin de la paix en République démocratique du Congo, particulièrement à l'Est, et tous les acteurs doivent s'impliquer pour que nous puissions avoir cette paix. Et en dépit de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, le bilan à mi-parcours de Félix Tshisekedi reste positif. L'affirmation est de Yannick Lutandila, représentant du chef de l'État en matière d'infrastructure. C'était au cours d'un entretien avec notre consoeur Orsène Nganda. Suivez. Les bilans à mi-parcours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a été, le week-end dernier, au centre d'une interview que M. Yannick Lutandila, représentant du chef de l'État en matière d'infrastructure, a accordé à la rédaction de Congo Buzz Télévision. La bravoure des FRDC et de ce commandant suprême a occupé une place de choix, étant donné la traque envisagée à l'encontre des groupes terroristes actifs à l'est de la RDC. La situation à l'est de la RDC, c'était parmi les priorités du chef de l'État. Le chef de l'État avait dit qu'il donnerait sa vie pour que la paix règne à l'est du pays. Il a dit qu'il allait s'installer là-bas. Il a fait. On est parti à Goma pendant presque un mois. On est resté là-bas pour voir au quotidien ce que vivent nos compatriotes. Et je peux vous dire que ça lui tient à cœur. Le balai diplomatique, vous savez, le président Félix, c'est le fils du Phénix de l'Humité.
c'est le fils de Tien Tshisekedi Wamulumba. C'est un artisan de la paix. Il a donné la chance à la diplomatie. Il est parti à Luanda, il est parti à Nairobi. Il aurait pu en découdre avec le M23 à Bunagana. On a cette force. Le FARDC pouvait les déloger de Bunagana. Mais on a préféré la paix, discuter avec le pays agresseur, le Rwanda et l'Ouganda, pour leur signifier qu'il faudrait qu'ils retirent leurs troupes du M23 qui ont été déchues il y a quelques années et qui ont réapparu au mois de janvier à Bunagana. Relativement à l'épineuse question de l'éducation et du social des Congolais, Yannick Loutadila a apporté quelques éclairages. Donc la gratuité est là, partout, sur toute l'étendue du territoire. Quand j'ai fait mes déplacements pour faire le suivi de travaux, je n'hésite pas à passer dans les écoles aussi pour demander effectivement si les élèves payent, leurs parents payent des frais scolaires. Ils me disent que non. Donc ça déjà c'est un acquis que les Congolais doivent préserver. Il y a la sécurité sociale universelle qui est en train de se mettre en place. Donc les Congolais vont être protégés par cette sécurité sociale parce qu'on se rend compte que nos compatriotes n'ont pas accès à des examens chez les médecins, chez les spécialistes. C'est pour ça que le chef de l'État veut mettre ça en place pour pouvoir soigner nos compatriotes et détecter les maladies à temps. Ici de rappeler que plusieurs projets sont en cours d'exécution à l'instar des infrastructures et c'est là sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, marche de soutien au FARDC, la population des Calémis s'est mobilisée comme un seul homme ce lundi 21 novembre 2022 pour soutenir les FARDC et dénoncer l'agression rwandaise. Sous couvert du 1-23, à cet effet, une délégation de la primature a été dépêchée à Calémis après l'étape de Lubumbashi et Kolwezi pour prendre part à cette marche organisée par le gouvernement du Tanganyika. Joël Iselona nous en parle. Sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, une délégation de la primature a pris part à la marche de soutien des FARDC pour dénoncer l'agression rwandaise sous couvert du 23 organisée par le gouvernorat du Tanganyika. La gouverneure du Tanganyika, Julie Ngwangu, qui a également pris part à cette marche, a à cette occasion lancé un message en direction de la jeunesse du Tanganyika, l'appelant à s'enrôler et d'aller soutenir les FARDC au front. Je remercie d'abord le chef de l'État pour cette organisation. Je pense qu'il a tapé sur la table pour que tout Congolais puisse marcher et soutenir les FARDC qui sont au front à Goma. Mon message que je dois lancer ce matin, je demande à la jeunesse du Tanganyika de se mobiliser comme un seul homme, d'aller s'enrôler, qu'ils aillent s'enrôler, qu'ils aillent aussi soutenir les jeunes qui sont au front. Pour le délégué de Sama Lukonde, le chef du gouvernement et toute son équipe, ensemble avec le chef de l'État, sont déterminés à mettre une fois pour toutes fin à cette situation qui n'a que trop duré. Nous sommes là en train de marcher, en train d'exprimer notre ras-le-bol parce que ces agressions ne font que se répéter. Nous disons non à l'agression de nos populations à l'Est et nous sommes en train de montrer notre solidarité avec cette population qui est meurtrie depuis plusieurs années. Et cette fois-ci, nous espérons que c'est la bonne, avec la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec la détermination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Nous sommes donc en train de démontrer à la face du monde que nous sommes déterminés tous ensemble à mettre nos efforts ensemble afin que cette guerre puisse prendre fin. Signalons que la délégation de la primature a foulé le sol de la ville de Kalemi, de la province du Tanganyika, dans l'après-midi du dimanche 20 novembre 2022, après les étapes de Lubumbashi et Kolwezi. Mobilisation générale pour la défense et la patrie, tel est l'appel lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La province de Lomami a répondu positivement à cette action du premier citoyen congolais. C'était le week-end dernier dans la ville d'Ikabinda, sur initiative du gouverneur Nathan Ilunga. Les Lomamiens et Lomamiennes sont descendus tous dans la rue pour protester contre l'agression rwandaise. Daniel Kamboa signe ce reportage.
Cela fait presque 8 mois que la ville de Cabinda n'a pas enregistré une manifestation de la rue. Mais quand le pays fait face à une agression injuste imposée par le Rwanda avec la bénédiction de la communauté internationale, rien ne pouvait justifier l'indifférence de la population lomamienne. Réunie comme un seul homme, derrière le gouverneur de province Nata Ilunga Numbi, les forces vives venues de tous bords ont manifesté ce samedi dans le riz de Cabinda. Une colère sans précédent contre l'occupation d'une partie de la RDC par le pays de Paul Kagame à travers les M23. Dans la solidarité et sous rythme de la fanfare kimbanguiste, ces forces vives, majoritairement constituées des partis politiques de l'Union sacrée, sont parties de la paroisse Sainte-Marie pour chiter au stade Kamukungu où le gouverneur de province Nata Ilunga Numbi s'est adressé à la population massée devant la tribune. Durant le parcours, le manifestant a entonné des chansons d'expression de colère et pour le gouverneur Nata Ilunga Numbi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le FARDC méritent un soutien. Le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a mobilisé toute la population pour que nous puissions nous approprier cette guerre qui nous a été injustement imposée par le Rwanda, ainsi que la communauté internationale qui, sous les couverts du Rwanda, cherche à balkaniser notre pays. Nous, on ne voit pas le Rwanda, nous avons compris que derrière le Rwanda, il y a de grandes forces internationales qui sont en train de le bousculer afin de s'attaquer à notre président qui a pris aujourd'hui la résolution de mettre fin à cette guerre-là. Ce qui touche l'Est du pays touche aussi la Lomami, a lancé pour sa part le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo. Nous sommes déterminés pour dire non au Rwanda et ses alliés qui violentent nos mamans et nos filles qui sont à l'Est, a lâché le président de l'Assemblée provinciale Bertos Kabedial, présent à cette marche. Situation sécuritaire dans l'Est, le parti de l'honorable Délice Sanga a apporté son soutien en vivre et non-vivre aux déplacés du camp des Kanyarushinya dans le territoire des Niragongo au nord Kivu. L'envol se dit très indigné par la situation un peu plus inhumaine dans laquelle vivent ces déplacés et exige des solutions idoines. Suivez. En mission de compassion avec les déplacés de guerre en province du Nord Kivu, le secrétaire général du parti politique Envol s'est rendu sur les sites déplacés de Kanyaruchinya, à quelques kilomètres au nord de la ville de Goma. Cette visite de compassion s'est effectuée ce samedi 19 novembre 2022. L'autorité réitérant devant les déplacés de guerre le vœu de l'autorité morale du dit parti politique, l'honorable Deli Sesanga, celui de voir la paix revenir dans la province du Nord Kivu et le retour de tous ces déplacés dans leur milieu de vie naturel. Bana ya Nord Kivu, bana ya Kanyarushinya, toye awa, onako apporter soutien à biso, soutien ya président Délice Sanga, na parti na Envol, atindi biso toya kotala bino, to mona ndenge bozali ko vivre awa, yemoko président Délice Sanga, alingaki ndeko ya kotala bino yemoko, kasi boyebi azali député national, azali retenu na ba obligation na Assemblée nationale. Yango atindi biso ngai secrétaire général ya parti na mama Augustine Nama secrétaire national ya parti chargé à action humanitaire, chargé du social poto ya kotala bino. To moni ndenge bozali ko vivre awa. Ezali pasi mingi. Tozali na mboka na biso moko toko vivre ba condition boyete. Biso to vanda Kinshasa. Kasi toyebi ke tozaba na Congo. Oyo pasi vous allez komona awa, ezali ko pesa mitema pasi na ba Congolais nyonso. Yango to sengi na Congolais nyonso oya mutema malamu a apporter soutien na ye, a pesa oyo ko pesa ona ko soulager crise alimentaire aux awa. Yango tozali lelo yo ko loba soutien na biso nyonso, soutien ya président Délice Sanga, soutien parti Envol na mapinga ya mboka na biso, o bazali ko bunda bitumba. Pona bino bozonga esika bovandaka. Tika ete mampika na biso po abenga na munguna bino bozonga na bisika bovandaka. Bosala misala ndenge bosalaka yango mikolo nyonso. Bana classe bazonga na ba classe na bango. Monsieur Nzakuna Ndusi Isedi avait dans sa jubessière des vivres et non-vivres qu'il a eu à laisser aux déplacés émus à leur tour de cette visite des compagnons. Dans le même registre, le gouverneur de la province de Lomami, Nathan Ilunga Numbi, a présidé en début du week-end dernier à Cabinda, chef-lieu de la province, la cérémonie des prises d'armes organisée
par l'état-major de la police nationale congolaise, commissariat provincial de Lomami. La cérémonie riche en couleurs s'est déroulée au stade Kamukungu en présence de plusieurs personnalités politiques et militaires. Daniel Kamboa pour le reportage. Arrivé au stade Kamukungu, lié de la manifestation, l'autorité provinciale a fait le passage en revue des troupes après avoir été accueillie au pied de la DIP par le commissaire provincial de la PNC, le général Tariel Longine Kisaka, ainsi que d'autres membres du conseil provincial de sécurité. Au cours de cette cérémonie solennelle, il était question de présenter aux hommes en uniforme les nouvelles autorités de la province nouvellement élues. Il a plu au chef de l'État d'investir l'honorable Nathan Ilunga Numbi en qualité de gouverneur de la province de Lomami et l'honorable Jean-Claude Lubamba Mutombo en qualité de vice-gouverneur de la province de Lomami. Après une parade mixte FRDC-PNC, le commissaire provincial, le général Tariel Longine, a rappelé les troupes à la discipline tout en les instruisant à obéir à toutes les directives du gouverneur et vice-gouverneur dans le respect des lois et du règlement militaire en vigueur en RDC. Officiers, sous-officiers, caporaux, brigadiers, agents de police et soldats, vous leur obéirez en ce qu'ils vous commanderont pour la bonne marche service. Devant l'assistance, constituée majoritairement de militaires et policiers, les chefs de l'exécutif provincial ont insisté sur la discipline qui doit caractériser ces hommes en uniforme. C'est le Congo qui plairait à tout moment en accusant le Rwanda. Pour la première fois aujourd'hui, le Rwanda aussi plairait. Wana ezali makasi ya FARDC na biso, wana ezali accompagnement ya la police. Ils cessent de déployer les efforts pour concrétiser la vision du chef de l'État et donner la paix à nos compatriotes. Vous n'avez pas d'âme quand c'est la loi qui dit. Bobimana politique, il faut qu'il y ait la discipline. On va se rendre à la centrale électorale. Le président de la CENI a procédé au lancement du niveau 2 de la cascade de formation du personnel commis à l'opération de la révision du fichier électoral à l'université William Booth dans la commune de Lagombe. Au total, 1452 participants sont concernés par cette formation qui prépare l'identification et l'enrôlement des électeurs. Le reportage de Deborah Wamba. C'était au total 1452 participants concernés par la présente formation préparant à l'identification et à l'enrôlement des électeurs. Ils seront pour ce faire repartis en 136 facilitateurs, dont 58 procéduriers, 58 informaticiens, 10 juristes et 10 superviseurs techniques mobilisés pour former 1114 formateurs électoraux provinciaux, 144 points focaux juristes et 70 membres des secrétaires exécutifs provinciaux, lesquels comprennent les secrétaires exécutifs provinciaux, les informaticiens, les chargés de la formation et sensibilisation, ceux concernés par des questions juridiques, les logisticiens et les secrétaires comptables, en plus de 124 chefs d'antenne ajoutés aux informaticiens. Le président de la CENI en a donné les différentes articulations. En quelques semaines, la Commission électorale nationale indépendante va lancer l'une des deux plus importantes opérations de ce processus électoral. Il s'agit de la révision du fichier électoral. Nous serons alors en contact direct avec les électeurs qui attendent de nous une prestation de qualité. Cette formation que je lance ce dimanche 20 novembre 2022 à Kinshasa se déroule en même temps dans 10 provinces qui constituent la première ère opérationnelle de l'opération de révision du fichier électoral. Rappelant l'importance particulière que la CENI accorde aux compétences et aux performances du personnel opérationnel à recruter et à former, il a invité les participants à l'assiduité, à la ponctualité, à la discipline, en témoignant de leur part d'un grand sens des responsabilités.
Le rapporteur adjoint de la CENI également au nom du président Denis Kadima procède au centre Tchomba à Bandundouville au lancement de la cascade des formations du niveau 2 sur la révision du fichier électoral pour la province du Kwilu. La suite en images. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du vice-gouverneur Félicien Kiwai et du secrétaire exécutif provincial de la CENI Kwilu, Jean-Robert Mouyense. 158 participants au total suivent cette session de formation de 7 jours. Il s'agit notamment des 127 formateurs électoraux provinciaux, 14 points focaux juristes, 7 membres du secrétariat exécutif provincial et 10 membres des antennes. Grâce à l'expertise des facilitateurs venus de Kinshasa, les participants seront outillés sur toutes les étapes de l'opération de révision du fichier électoral. Dans son mot d'ouverture, le rapporteur adjoint de la CENI a insisté sur la détermination de la centrale électorale à respecter les délais constitutionnels. Le temps pour nous, au niveau de la CENI, est un ennemi que nous combattons chaque jour parce que nous avons un délai que nous devons respecter. Et ce délai, c'est celui qui concerne l'organisation des élections générales à décembre 2023. C'est dans ce cadre-là qu'avant que nous puissions arriver à ce moment-là, que nous formons d'abord nos agents. Et les agents sont formés à plusieurs niveaux. De son côté, le secrétaire exécutif national de la CENI Kwilu a, dans son allocution, exhorté les participants à une bonne application. Rappelons que le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante séjourne à Bandundouville depuis le samedi 19 novembre à la tête d'une importante délégation des cadres et agents de la CENI. Il avait été accueilli à l'aéroport par le secrétaire exécutif provincial Jean-Robert Mouyense et les membres de son équipe accompagnés des chefs d'antenne, des informaticiens et des PFJ. Dès son arrivée, le rapporteur adjoint s'était rendu à la résidence officielle du vice-gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai, au quartier résidentiel de Bassoko pour lui présenter ses civilités. Par la suite, Paul Moindo avait visité tour à tour le centre Tomboa où s'est déroulée la cérémonie du lancement de la formation proprement dite et le secrétariat exécutif provincial CENI Kwilu. On va parler économie. Le panier de la ménagère connaît un sacré coup à quelques semaines des fêtes des fins d'année. Le prix des produits de première nécessité ont de nouveau pris de l'ascenseur. La population crie son ras-le-bol. Le reportage de Franchelle Kibambe. La majorité des produits de première nécessité à Kinshasa laisse plus d'un sans voix, sachant que depuis quelques années à présent, le taux de change n'a pas autant bougé. Le panier de la ménagère prend de plus en plus de coups et faire un marché devient au quotidien un vrai casse-tête, surtout pour les familles nombreuses qui ne savent à quel sens se vouer pour pouvoir nouer les 2 bouts du mois. Le marché Gambela, à l'exemple, qui est un des plus grands marchés de la capitale, est ce lieu commercial que nous avons choisi pour faire ce constat désagréable. En moins d'un mois, certains vivres ont pris de l'ascenseur en termes de coûts et d'autres ont simplement doublé de prix. La pièce de savon Lecoq qui se vendait à 500 est passée à 700 francs congolais. Un seau d'huile Regina équivalent de 15 litres qui coûtait 57 000 coûte à ce jour 72 000 francs congolais. Par contre, celui de 5 litres est passé de 17 000 à 25 000 francs congolais. L'huile Simba qui coûtait jadis 14 000 se vend aujourd'hui à 26 000 francs congolais pour 5 litres. Le sac de riz Makoma 25 kg est passé de 45 000 à 55 000 francs congolais le sac pour 1500 francs congolais la mesurette. Un sac de riz Lyon qui coûtait 48 000 se vend actuellement à 52 000 francs congolais et 1300 pour la mesurette. Le sac de semoule Master en 25 kg est passé de 48 000 à 50 000 francs congolais, pour ne citer que cela. Plusieurs griefs sont à la base de cette augmentation, notamment la dépréciation de la monnaie locale où les vendeurs achètent en dollars et revendent en francs congolais, mais aussi la faible production à l'interne qui occasionne la multiplicité de prix fixés par les détenteurs des marchandises. À cela s'ajoute la fluctuation du taux de change qui met en feu le panier de la ménagère. Par ailleurs, signalons que dans le marché de Gambela, chaque vendeur fait sa loi en ce qui concerne la fixation de prix et cela s'accentue par le manque de contrôle sur terrain des agents de l'État congolais habilités à réguler le secteur économique.
Et entre l'économie et la santé, il n'y a qu'un pas. Le ministre de la Santé publique, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a accordé une audience aux représentants de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont parlé renforcément du système de santé dans le cadre de l'effectivité de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'était le week-end dernier dans son cabinet de travail. La suite en images. Le patron de la santé en RDC et son interlocuteur ont échangé sur plusieurs projets d'appui initiés par les institutions de Bretton Woods pour renforcer le système de santé dans le cadre de l'effectivité de la couverture santé universelle que prône le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ensemble, les deux personnalités ont exploré de nouvelles pistes afin de s'assurer que le nouveau projet soit mis en application dans un bref délai. Dans les projets à court terme, nous avons un grand projet, le PDSS, qui a investi plus de 714 millions de dollars pour construire les centres de santé, pour commencer le travail sur la couverture de santé universelle. Un projet sur lequel son Excellence, Monsieur le Ministre, et nous-mêmes avons convenu de travailler davantage. Au cours de leur échange, le ministre Jean-Jacques Mbungani et son hôte ont également fait le point sur un projet concernant la prise en charge de la COVID-19 qui a permis d'installer des grands laboratoires à travers le pays. Le ministre de la Santé a beaucoup apprécié cette réunion, combien fructueuse, au cours de laquelle des engagements ont été pris dans le sens de continuer la collaboration et d'approfondir le partenariat entre la Banque mondiale et le gouvernement pour le bien-être des populations locales. Dans le reste de l'actualité, le monde célèbre la journée de la télévision ce lundi 21 novembre, une journée qui offre l'opportunité de réfléchir sur le rôle que jouent les médias dans les vies humaines. Le reportage de Déborah Wamba. Elle reste une importante source de consommation des contenus filmés, bien que la taille des écrans ait changé et que les gens créent, publient, diffusent et consomment des vidéos sur différentes plateformes. Le nombre de foyers équipés d'un téléviseur dans le monde continue d'augmenter. En RDC, par exemple, nombreux affirment avoir un poste téléviseur et se disent satisfaits des programmes qu'offrent quelques chaînes de télévision. Une question pertinente. J'ai plusieurs programmes que je préfère et d'autres émissions culturelles. Les réseaux sociaux, bien sûr, que c'est original parce que ça bouge un peu quelques lignes. Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone. Même si tu n'es pas devant ton écran récepteur, tu peux suivre tel ou tel autre programme sur ton téléphone. Donc, ça bousculé les lignes. Mais ces lignes ont été bousculées aussi avec intérêt des chaînes parce que si vous voyez aujourd'hui, presque toutes nos chaînes sont également sur les réseaux sociaux. Outre cette catégorie de personnes, existe à côté certaines qui estiment que le professionnel des médias congolais doit faire plus afin de rendre cet outil attrayant. J'aime plus ces informations, mais c'est que je déplore pour notre télévision. Les médias ont des problèmes pour donner les informations en temps réel, parce qu'ils ont peut-être peur qu'on va nous sanctionner. C'est ça le grand problème. Mais en France, ils ont ces droits-là. C'est vrai qu'il y a parfois des restrictions qu'on leur donne, mais au moins ils ont une large liberté pour ce qui est d'informer les gens. Étant donné que ce que nous voyons et percevons à travers les prismes de la télévision influence et façonne nos modes de vie, il est impérieux de se rappeler chaque fois du rôle des médias qui est de former, informer et divertir. Et tout à fait autre chose à présent, Kinshasa, autrefois appelé la Belle, ne cesse de voir son environnement dégradé au jour le jour, rendant ainsi certains quartiers de la capitale invivables. Notre consoeur Rachel Ngolo a fait ce constat dans certains quartiers de la Tchangou et environ des précisions dans ce reportage de Bienvenue Yahi. Habiter dans certains quartiers du district de la Tchangou, dans la ville-province de Kinshasa, n'est pas tellement différent de vivre dans des campements où les riverains se servent uniquement de la pirogue pour se déplacer. Comme on peut se rendre compte, les eaux de pluie envahissent les habitations, emportant ainsi avec elles les ordures qui sont à la base de certaines maladies hydriques. De tout ça, c'est dit à la faible politique d'assainissement, au faible niveau d'assainissement de cette partie de la ville. Vous savez, en matière d'urbanisme, avant d'occuper et
devrait en amont viabiliser les sites. La viabilisation du site, en d'autres termes, c'est l'assainissement de la trame d'accueil. C'est-à-dire qu'il faut placer les caniveaux, la tuyauterie de l'énergie des eaux, de SNEL, ainsi de suite. Vous viabilisez les sites et puis vous laissez l'initiative de construction soit à la population, si l'État n'a pas de moyens pour construire des logements pour la population. Alors vous laissez l'initiative à la population, au moins la population vient construire dans un site qui est déjà propre, dans un site qui est déjà viabilisé. Comme ça, ils vont construire. Quand ils vont construire, on va leur demander, on va leur exiger de solliciter en amont un permis de construire pour que les constructions qui vont ériger ne puissent pas énerver le texte en matière d'urbanisme. Des bonhommes, Massina, quartier 1 et même la première rue Limité Fona et Bandal en sont une expression éloquente. L'ingénieur Fiston Ilangui, urbaniste de formation, présente quelques facteurs à la base de cette situation et propose à la suite quelques pistes de solutions. Nous sommes devant un fait accompli. Ce qui est sûr, on devrait normalement, pendant la saison sèche, commencer à réfléchir comment viabiliser les sites. Comment placer même des grands collecteurs, même s'il n'y a pas de caniveaux, mais néanmoins des grands collecteurs qui pourraient récupérer ces eaux pour les déverser quelque part et prévoir une station d'épilation. Mais pendant la saison des pluies, en tout cas, c'est très compliqué pour régler cette situation pendant cette saison. C'est parce que même si on dit on commence à viabiliser les sites maintenant, ça va nous prendre beaucoup de temps. En tout cas, malgré la mobilisation locale, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Chantini Ngobila Mbaka, devrait revoir sa politique en matière d'assainissement, Kinbo Peto, pour maintenir la capitale, Kinshasa, toujours la belle. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, le rappel des titres, il a bouclé sa visite des 24 heures à Kinshasa. Le président du Kenya, William Ruto, a été reçu ce lundi par son homologue Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à mettre un terme à l'insécurité dans la partie orientale de la RDC. Pendant ce temps, la population de Kalemi était dans la rue ce lundi. Elle s'est mobilisée comme un seul homme pour manifester son soutien au FARDC et dénoncer l'agression rwandaise sous couvert du M23. Une marche à laquelle a pris part une délégation de la primature. Enfin, le monde a célébré la journée de la télévision ce lundi 21 novembre, une journée qui offre l'opportunité de réfléchir sur le rôle des médias et leur impact sur les communautés. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de Congo Buzz Télévision au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration. Je vous dis merci de l'avoir suivi, de l'avoir reçu chez vous. Bonne suite des programmes sur nos antennes.